Sénégal, c'est que nous am, nous confoé, nous café, nous de goudillon. Chers téléspectateurs de toutactu.com, donc nous sommes aujourd'hui en train d'enregistrer notre premier numéro relatif à l'émission Le Pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Fall. Aujourd'hui, nous venons de fêter les 5 ans du président Macky Sall au pouvoir. Quel est le bilan qu'on peut retenir? Le bilan qu'on peut retenir, que le président Macky Sall a réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que nous avons réalisé quand même, nous avons eu des réalisations impressionnantes qui nous ont valu quand même une croissance de 6,8%. 6,8%, plébiscité par les institutions internationales, la Banque mondiale et les FMI. Et tout ça, c'est à cause d'une vision claire, d'une stratégie crédible et des projets clairement définis. Des projets clairement définis qui nous ont valu d'importantes réalisations. Partout, je peux dire que nous avons multiplié par 4. Vous avez vu, la croissance, on l'a trouvée à 1,7. On est arrivé à avoir cette année 6,8. Donc 6,8 divisé par 1, c'est 4. Le coefficient multiplicateur par 4. Si vous prenez l'accès à l'université, c'est-à-dire les lits, nous avions trouvé 8 000 lits, nous sommes à 32 000 lits, multiplié par 4. Si vous voyez les productions agricoles, les riz, on a un objectif d'autosuffisance alimentaire. Nous étions à peu près à 450 000 tonnes. Maintenant, nous sommes à 950 000 tonnes, multiplié par 2. Tous les secteurs. Si vous voyez les salles de classe, nous étions à un taux de 18%. 18% d'abri provisoire. Maintenant, nous sommes à 11% d'abri provisoire. On a quand même réduit de 6 points le nombre d'abris provisoires. Donc vraiment, le président a réalisé beaucoup de choses. Ce qu'il a plus réussi actuellement, c'est la production agricole. Avec vraiment une vision qui est très claire. Une vision qui est très claire, qui repose sur 3 axes. L'axe aménagement, l'axe irrigation et l'axe modernisation de l'agriculture. Et ces 3 intrants qui sont mis dans la stratégie de renforcement de la production nous ont valu des productions records dans tous les domaines. Vous savez, cette année, on a fait à peu près 950 000 tonnes, près d'1 million de tonnes d'arachide. Donc vraiment, le président a réussi beaucoup de choses. Et ça, c'est à cause d'une stratégie. Il n'y a que une stratégie claire. Une gouvernance fiable et des projets clairement définis qui peuvent impacter le développement. Et ça, le président l'a réussi en mettant en place son PSE, qui est une vision déclinée en projet bien défini. Et le PSE, pour la première fois, un président africain a défini une vision qui est acceptée par tous les bailleurs de fonds et qui ont mis de l'argent pour accompagner le président de la République. Actuellement, nous mobilisons 4 fois plus. Je te dis, dans tous les secteurs, le président multiplie presque par 4. C'est pourquoi je l'appelle président multiplicateur. Parce que les régimes passés, ils arrivaient à mobiliser à peine 25 milliards par mois. Nous mobilisons 100 milliards par mois. Et c'est l'argent qui fait le développement. C'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas réaliser des projets. L'accélération de la réalisation des projets, les cadences, les gens disent accélération de cadence. On accélère, on n'a pas accéléré la cadence. On a changé de cadence. Dans tous les secteurs, on multiplie par 4. Donc, nous ne sommes pas dans la même cadence que les autres. Vraiment. Et ça, tous ces projets participent à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Pour tous les projets, quand on va améliorer sensiblement, le président met en place ce qu'on appelle les plans d'urgence. Nous avons déjà le PUDC pour adresser quand même le retard qu'il y a eu entre la ville et la campagne. Donc le PUDC, c'est 4 axes. C'est axe irrigation, aménagement, c'est axe adduction d'eau potable, axe électrification rurale, axe désenclavement et axe réduction de la pénibilité des travaux des femmes.
dans tous ces 3 axes qui ont été bien adressés, le président quand même a fait des résultats considérables, appréciés, vraiment, parce que comment on mesure la réussite d'un projet? On le mesure en allant interroger des bénéficiaires. Les bénéficiaires, on dit que depuis près de 60 ans, ils ne voyaient pas l'eau. C'était la première fois qu'ils ouvraient un robinet pour voir l'eau couler. C'était la première fois qu'ils voyaient la lumière. C'est ça qui fait le développement. Parce que quand tu amènes l'eau, quand tu amènes l'électricité, tu amènes le développement dans un village. Voilà. Est-ce que les Sénégalais réellement ont senti tout ce que vous venez de dire comme bilan pour le régime en place? Est-ce que le Sénégalais lambda, qui est dans un village au fond du Cayor ou bien dans le Fouladou, a ressenti quand même les efforts dont vous parlez? Oui, je te dis, nous ne gouvernons pas seulement. On regarde, on fait des sondages, on fait le pouls du pays. Le pouls du pays, c'est une satisfaction. Vraiment, il faut dire, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais la plus grande partie de la population qui était abandonnée à eux-mêmes sont vraiment satisfaits quand même des réalisations du président pour améliorer leur quotidien, pour améliorer quand même les conditions de vie des populations. Je vous ai parlé de Promoville, je vous ai parlé de PUDC, après c'est Promoville. C'est pour donner plus de dignité aux villes. Qui démarre actuellement, nous avons démarré à Kaolack, nous avons démarré à Louga, nous sommes en train de démarrer à Dakar et nous allons démarrer aussi à ces 13 villes qui ont été sélectionnées par le président de la République pour leur donner 5 km de voirie, pour leur donner de l'aménagement paysager, pour améliorer la compétitivité, c'est-à-dire pour rendre la ville économiquement viable avec des infrastructures. Et j'ai parlé aussi de Puma, pour adresser quand même nos villages et villes qui sont dans nos frontières, qui étaient abandonnés, qui n'étaient pas intégrés dans le Sénégal. Pourquoi le président aussi a créé un autre projet Puma, programme d'amélioration des axes frontaliers, pour adresser, pour améliorer quand même les conditions de vie, les infrastructures de base, les écoles, la création d'écoles, la création de postes de santé, d'infrastructures sanitaires, quand même la création d'infrastructures sociales de base pour améliorer quand même les conditions de vie au niveau de ces frontières, pour les rapprocher un peu plus du Sénégal. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué le PUDC dans le cadre de votre bilan. Or, le PUDC est géré par une institution internationale, PNUD. Et apparemment, est-ce que ce pays ne regorge pas assez de cadres, assez d'institutions pouvant permettre quand même de gérer tous ces fonds? Quelle est la pertinence à donner tout cet argent à une institution internationale à la place de l'État et de ses institutions internes? Non, il faut que vous compreniez. On n'a pas donné vraiment le PUDC, le PUDC, on ne l'a pas donné au PNUD. C'est un processus. C'est une vision. C'est le président de la République qui a eu la vision. La vision, c'est l'axe 1. L'axe 1, c'est transformation secteur de l'économie, croissance. Axe 2, c'est développement capital humain, développement durable, protection sociale. Donc, dans cet axe, il faut réaliser beaucoup de choses. Et vous connaissez des procédures au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à démarrer et qui sont retardés parce que les procédures font que c'est extrêmement difficile. Mais en fait, c'est l'État qui réalise. C'est l'État qui réalise. Les consultants, les mêmes consultants qui réalisaient les programmes au niveau de l'État, ce sont les mêmes consultants. Les entreprises, ce sont les mêmes entreprises. Ce que nous avons mis, simplement, c'est le PNUD qui organise, c'est-à-dire en fait, après l'identification des projets, toute l'identification de tous les projets a été faite par le gouvernement. Après, nous serons aux passations de marché. Le PUDC ne fait que la passation de marché et le suivi de la réalisation des travaux par l'intermédiaire de bureaux d'études sénégalais et par l'intermédiaire d'entreprises sénégalaises. Bien sûr, ce sont les mêmes personnes, les mêmes entreprises, les mêmes bureaux d'études qui exécutent, qui réalisent. Ce qui change, c'est simplement la passation de marché. Et nous avions remarqué que au niveau du Sénégal, le problème de passation de marché nous font perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps avec des recours, avec vraiment la crédibilité des
des commissions de passation de marché, vraiment, c'est ça, hein, c'est la contribution, la contribution essentielle du PLUD, c'est le système de passation de marché pour que nous ne perdons pas de temps. Parce que nous avions remarqué que nous perdons trop de temps dans la passation de marché avec la DSMP, les recours, l'ARMP, après, même si tu n'as pas raison à l'ARMP, tu vois, Cour suprême, après Cour suprême, les gens interviennent même au niveau international en contacter les bailleurs de fonds et ça nous fait des procédures extrêmement, vraiment des procédures très longues. C'est pourquoi on a pensé que pour ce projet, nous avons utilisé des procédures plus, parce que déjà, quand c'est une organisation internationale, les gens ont plus confiance et ils se disent que il y a pas, c'est transparent. C'est simplement ça. Monsieur le ministre, ça pose problème. Du simple fait que, actuellement, lorsque le président de la République diriguait plus ou moins le côté sénégalais, il parlait de gouvernance sobre et vertueuse. Maintenant, la sobriété et la vertu dont on parle voudraient quand même que les règles de transparence soient plus ou moins respectées. On ne peut pas plus ou moins dire qu'il y a des lenteurs avec le système de passation des marchés au Sénégal pour plus ou moins chercher à donner des affaires pareilles à une institution internationale. Est-ce que vous parce que je vous dis, oui. La gouvernance fiable, actuellement, c'est la gouvernance. Parce que tu ne peux pas lever des fonds tant que tu n'as pas de gouvernance fiable. Nous avons une gouvernance fiable. Nous avons une stratégie claire et solide. Et nous avons un plan d'exploitation, des projets clairement définis, avec une analyse de faisabilité pour chaque projet, avec un business plan pour chaque projet, avec une définition des responsabilités pour chaque projet, avec un calendrier d'exécution pour chaque projet et avec une implication organisationnelle pour chaque projet où nous avons la structure qui doit réaliser, nous avons l'animation du projet, nous avons le contrôle et le système d'information. Pas ça, le problème qui se pose, j'ai dit, nous avons mis une procédure bien déterminée, la procédure de passation des marchés qui est là, qu'on doit respecter, parce que c'est nous qui l'avons mise en place. Mais nous avons trouvé, nous avons analysé. C'est après analyse qu'on s'est dit, on va essayer de contourner les procédures. Pour contourner les procédures de manière efficace, il faut donner à une institution internationale. En donnant à une institution internationale, les gens, parce que ce qui retarde les procédures, c'est la confiance des acteurs. Et ce sont les entreprises, ou bien les bureaux, quand on lance un appel d'offres, ils font un recours systématique. Et le recours systématique, c'est ça qui retarde l'exécution des projets. Et avec le PNUD, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas de recours. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la confiance des acteurs. Les acteurs, ils ont plus confiance au PNUD, parce que même sur l'argent, sur le paiement, parce que ce qui accélère les projets, c'est quand tu déposes un compte qu'on te paye. On te paye. Et les gens, si c'est le PNUD, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est l'argent du Sénégal. C'est le Sénégal qui approvisionne le PNUD. Mais les gens tolèrent plus de délais des règlements éloignés avec le PNUD, parce qu'ils se disent que comme c'est le PNUD, c'est une institution internationale, même si c'est le Sénégal qui donne l'argent, ils vont payer. Donc les gens sont aptes à continuer à travailler parce qu'ils ont confiance. C'est ça le problème. Ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs. C'est-à-dire, en fait, nous avons étudié le comportement des acteurs pour pouvoir mettre en place un système qui nous permet de réaliser rapidement les projets. Parce que, en fait, nous n'allons pas juger à la fin. Nous n'allons pas juger sur le respect. Sur le respect, quand même, de la réglementation. Nous allons juger sur l'exécution des projets pour impacter, pour satisfaire quand même les conditions de vie des populations. C'est pourquoi moi je vois que c'est une très bonne chose et on a payé moins parce que le PNUD a été rémunéré à 3%. Et je sais que dans tous ces projets, si on calcule les frais administratifs qu'on devait mettre en place pour exécuter ces projets, ça fera plus de 3%. Donc ça a été mais monsieur le ministre, très bonne. C'est l'État du Sénégal, par le biais du régime en place, qui a modifié le code des marchés publics. Non, en 2013 ou 2014, non, si je ne me trompe pas. Le code des marchés publics, on l'a trouvé ici. Oui. On a trouvé ici, parce que c'est quand même c'est la bonne gouvernance qui a imposé qu'on mette un code de marché public pour améliorer la transparence, pour améliorer quand même le système de passation de marché. Mais un système, on le met en place. Mais c'est dans la pratique, l'exécution. Dans l'exécution et dans la pratique, on voit quand même les obstacles. C'est des obstacles. Et les obstacles, c'est pas dû aux cellules de passation de marché. Parce
actuellement, dans toutes les administrations ou bien les donneurs d'ordre, nous avons des cellules de passation de marché qui connaissent des procédures, qui ont été bien formées, qui respectent. Mais c'est l'attitude. C'est l'attitude des soumissionnaires. C'est l'attitude des entreprises, c'est l'attitude du bureau qui soumissionnent sur ces marchés, qui font des recours systématiques. Et le recours, quand même, quand il y a un recours, on stoppe. Il y a un coup d'arrêt du projet en attendant que l'autorité qui régule le marché statue sur ça. Et ça prend trop de temps. C'est ça le problème. Mais en fait, ce sont les mêmes personnes. Ce qui est important, c'est la réalisation des projets. Parce que le coût de l'inaction, c'est pas bon. C'est vraiment contre-productif. C'est la réalisation des marchés et c'est la maîtrise du coût. Et parce qu'on dit que tout projet, pour chaque projet, il y a deux contraintes. Le contrainte de temps et le contrainte d'argent. Le contrainte de réalisation. Maintenant, le temps, on le gère. Nous avions vu que c'est les mêmes personnes qui réalisent, mais il y avait des retards à cause de la passation de marché. Donc, passation de marché, on prend un autre acteur à qui les acteurs ont plus confiance. Parce que, en fait, on a remarqué qu'il n'y a presque pas de recours au niveau du prix. Et les gens continuent à travailler, même si les gens ne sont pas payés. Même si les entreprises ne sont pas payées, ils travaillent parce qu'ils se disent que c'est une organisation internationale. Ils oublient même que l'argent là, c'est l'État qui donne. Parce qu'ils se disent que j'ai plus confiance. C'est la même chose. Parce que quand tu fais un projet avec l'État et que tu payes un projet avec la Banque mondiale ou bien avec un autre bailleur de fonds, même au niveau des banques, c'est pas la même chose. Quand tu fais un projet avec l'État, quand on sait que c'est financé par le budget les BCI, consolidé d'investissement. Les gens, ils prennent soit ils intègrent ce qu'on appelle les primes de risque en mettant des prix très élevés, ou bien ils travaillent lentement, ou bien ils prennent beaucoup de gants et beaucoup de couverture. Alors que quand tu travailles avec la Banque mondiale ou bien avec un bailleur, tu sais que l'argent vient de la Banque mondiale, ça tu travailles rapidement parce que tu dis que je vais payer. C'est simplement ça. Donc c'est ça qui a occasionné qu'on choisisse le PNUD. Mais le PNUD, c'est nous qui avons défini. La définition de tous les programmes a été faite par l'administration sénégalaise. La définition, les études, la plupart des études de pistes, des études de localisation de forage, des études de besoins des femmes en termes de réduction de la pénibilité du travail des femmes. Tout ça, dans tous les secteurs, c'est des programmes qui étaient là, définis par l'État pour impacter. Parce que c'est l'État qui, dans sa vision, dit que je fais ça pour impacter. J'ai construit des salles de classe pour améliorer le taux de scolarisation. C'est simplement l'accès. Donc, c'est un programme de l'État qui a été défini par l'État qu'on utilise le plus pour les procédures de passation de marché. Et mais pour le contrôle, pour tout, ce sont les bureaux d'études sénégalais, ce sont les entreprises sénégalaises qui travaillent avec maintenant le contrôle de l'administration. Parce que dans toutes les réceptions et dans toutes les réunions, l'administration est là pour donner son avis, pour orienter, pour pouvoir avoir le meilleur projet qu'il faut dans ces endroits. Souvent, on entend les responsables de l'APR et de la mouvance présidentielle se vanter plus ou moins de ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Et bizarrement, quand vous partez à l'intérieur du pays, moi je connais des localités où il y a presque 30 000 habitants qui n'ont même pas d'ambulance. Est-ce que dans ce cadre, on peut plus ou moins parler de la pertinence de la couverture maladie universelle? Non, parce qu'en fait, il faut voir le pays là où on a. Parce que sur chaque secteur, il faut voir point de référence. Point de référence et point d'arrivée. Il faut voir la référence. La référence. Nous avions trouvé ce pays à un endroit bien décidé. Je te dis, dans tous les secteurs, nous avons multiplié par 4. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Parce que... Mais vous êtes élu pour ça, non? On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais nous avançons. Parce que ce qui compte, c'est faire des avancées sur un secteur. On ne peut pas terminer le travail. C'est pourquoi même, quand tu vis, quand tu meurs, on te dit que tu vas t'ingélier. C'est simple. Le problème, on ne peut pas tout résoudre. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis que nous avons pris le pouvoir? Notre président a fait 80 000 km. Le président est allé discuter avec la population. Parce que les intellectuels, il faut qu'ils terminent de croire que c'est eux qui ont la solution. La solution, là, le PSE, c'est avec un échange de tout le monde.
des gens ont donné leur avis. Et sur la base de ça, le président a fait ce qu'on appelle le PSE pour adresser quand même l'ensemble des problèmes des Sénégalais. Le président, il connaît le Sénégal, il connaît là où il doit faire avant de prendre le pouvoir, il connaît déjà ce qu'il doit faire pour amener des solutions, améliorer les conditions de vie des populations. CMU, c'est dans le cadre de l'axe 2. L'axe 2, capital humain, développement durable, protection sociale. C'est dans ce cadre que le président met de l'argent pour quand même la couverture maladie universelle. C'est dans ce cadre que le président prend à peu près 300 000 familles, 30 milliards pour quand même réduire le niveau de pauvreté au niveau de certaines familles. Donc c'est extrêmement important. C'est ça ce qu'on appelle la croissance inclusive. Que tout le monde participe, que tout le monde vraiment soit bien adressé pour pouvoir bénéficier de l'embellie. Parce que nous avons vraiment une embellie économique qui a été vraiment plébiscitée par les institutions internationales comme la Banque mondiale, comme le FMI. Je vous dis, actuellement, nous sommes presque la 10e économie en termes de dynamisme. La 10e économie du monde et la 4e économie africaine en termes de dynamisme, en termes de pourcentage de croissance, de pourcentage d'amélioration de la croissance. Parce que la croissance, les gens disent souvent qu'on ne mange pas la croissance. La croissance, on le mange. Mais il y a 4 acteurs qui mangent la croissance. La croissance, ce n'est rien d'autre que l'amélioration du PIB, de la richesse du pays, d'une année à une autre. Et la croissance, ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées. Et qui dit croissance dit production. Production, moins consommation intermédiaire, c'est ça qu'on appelle croissance. C'est ça qu'on appelle valeur ajoutée. C'est la somme des valeurs ajoutées pondérées qui te donne ce qu'on appelle la croissance. Et la croissance est répartie entre 4 acteurs. Il y a, comme ça vient de la production, il y a le salarié. Le salarié, donc c'est récipient en termes de salaire. Il y a l'investisseur qui prend sur la croissance en termes de dividendes. Il y a le bailleur de fonds, c'est-à-dire les banques, les partenaires financiers qui prennent en termes d'intérêt. Et il y a l'État qui prend en termes d'impôts. C'est l'argent que l'État prend sur les impôts. C'est ça qu'il vient redistribuer sur l'axe 2. Sur l'axe 2 en termes de protection sociale, en termes de développement durable, en faisant quand même beaucoup de projets sur l'éducation, beaucoup de projets sur la santé. Nous avions acheté cette année 750 ambulances médicalisées. Ce n'est pas suffisant. Mais quand même, nous avions trouvé combien d'ambulances médicalisées? Nous avons fourni 150 ambulances médicalisées. En plus de chaque politicien et chaque quand même maire, ce qu'il est en train de faire pour améliorer quand même la santé de ces populations. Il y a beaucoup de gens, non, les maires, parce que quand je parle de même les gens qui ne sont pas de la mauvaise profession, ils font des efforts. Parce qu'ils sont maires d'une collectivité locale, ils ont eu la confiance des populations. Donc il faut aussi qu'ils participent à résoudre le problème de la population. Il y a beaucoup de maires qui ne sont pas dans la paix, qui sont en train de se battre pour mobiliser quand même des ambulances pour bien adresser la santé de la population. Voilà. On va aborder un autre registre, monsieur le ministre, relatif à votre ministère. Ouais. Le ministère des Transports, qui englobe véritablement votre secrétariat d'État au réseau ferroviaire. Non, le président Macky Sall a mis sur pied le secrétariat d'État. Qu'est-ce que vous pouvez plus ou moins nous dire en termes de réalisation depuis la création de votre ministère? La réalisation, la mise en place du secrétariat d'État au réseau ferroviaire rattaché au ministère des Transports, des Infrastructures et des Transporteurs est récente parce que ça date de 2 ans. Le président Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Il a fait une vision, il a une vision. Le PSE, qui est sur l'axe 1, qui est vraiment une production plus importante. Une production plus importante. Quand on fait une production plus importante, il faut ce qu'on appelle l'appui à la production. Et le transport, c'est l'appui à la production. C'est pourquoi il a défini, au-delà du PSE, il a défini sa vision du chemin de fer, qui est articulé. Il y a un alignement stratégique entre le PSE et le chemin de fer. Le président de la République a développé sa vision du chemin de fer articulé sur un maillage du territoire et adossé à de grands projets miniers, porteurs de croissance et de développement durable. Il a aussi développé quand même des projets pour adresser le désenclavement
des régions naturelles de la Casamance et du Sénégal oriental. Le premier projet qu'on a, c'est le TER, train rapide, train express régional, qui relie des régions. Donc ça, c'est la première phase. La première phase, c'est Dakar, Dakar, Diamniadio, AIBD. Comme vous le savez, nous avons déjà lancé les appels d'offres dans toute la transparence. Ce projet a été financé et les entreprises commencent à travailler. Le président a lancé quand même les travaux le 14 décembre 2016 et il donne rendez-vous aux Sénégalais le 14 janvier 2019 pour faire le premier tronçon avec eux, c'est-à-dire Dakar, Diamniadio. C'est un projet qui est très important parce qu'en fait nous avons adressé quand même ce qu'on appelle les facteurs clés de succès d'un projet. Chaque projet, vous avez une école, vous connaissez ce qu'on appelle en termes de stratégie les facteurs clés de succès d'un projet. Les facteurs clés de succès du transport ferroviaire, tandis sur le TER que le président vient de faire, c'est la régularité. Le président nous donne un train avec des départs réguliers. Chaque 15 minutes, il y a un départ. C'est un train capacitaire. Nous quittons le petit train bleu avec 10 000, 15 000 voyages par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour. C'est la fiabilité. Donc le président sur le TER, il a combiné la vitesse et la précision pour vraiment nous donner la meilleure technologie. On ne fait pas une évolution technologique, c'est une révolution technologique. Parce qu'il nous donne un train électrique bimode, c'est-à-dire électrique et diesel, un train rapide, sur 2 voies standards, un train confortable et un train sécuritaire. C'est ça que le président... Vu que dans d'autres pays, il y a des trains similaires qui ont souvent les mêmes caractéristiques, mais comparant les prix, on sent nettement que c'est largement plus cher avec notre terre. Non, moi j'ai défié tous les ingénieurs. J'ai défié à la radio, à la télé, j'ai dit tous les ingénieurs, les dossiers sont là, ils n'ont qu'à venir, on va déplier les dossiers, on va discuter. Vraiment, c'est un appel d'offres. Quand tu lances un appel d'offres, tu ne peux plus parler de prix. Et deuxièmement, nous sommes dans les ordres de prix qui se font actuellement dans le secteur ferroviaire. Je te dis, c'est un train électrique, diesel, bimode, un train rapide, un train sécuritaire, un train confortable. Nous avons les meilleurs prix. Les gens qui ont fait la commande, parce qu'il faut que les gens quand même viennent, parce que nous, nos portes sont ouvertes. Donc l'information est publique. Il ne faut pas parler d'un problème alors que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Nous avons déjà fait un allotissement bien déterminé. Donc le projet a été lancé en lot. Le lot 1, infrastructure. C'est-à-dire les rails, les ouvrages d'art, et les terrassements et tout. Ça c'est le lot 1. Le lot génie civil. On a lancé un appel d'offres en bonne et due forme. Et les gens ont aussi missionné. Nous avons pris la meilleure offre en termes de dossier technique, en termes de dossier financier. Nous avons comparé le lot infrastructure aux autres projets. Chemins de fer qui se sont faits dans le monde, qui se sont faits surtout en Afrique, mais nous ne sommes pas chers par rapport à ça. Vraiment, nous ne sommes pas moins chers que les autres projets, mais nous ne sommes pas très chers. C'est aux normes standards. Deuxièmement, c'est un appel d'offres. Quand tu lances un appel d'offres, tu ne peux plus parler de prix. C'est des gens qui viennent, qui proposent des prix. Et sur la base de ça, il faut être conforme techniquement. Et si tu es conforme techniquement, on ouvre les prix. Et l'entreprise qui est moins disante, celui à qui on va attribuer le marché. Dans tout ce processus, l'entreprise qui a eu la meilleure note technique et l'entreprise qui a eu la meilleure offre financière, c'est cette entreprise à qui on a attribué le projet. Et le projet a été coupé parce que les gens comparent. Parce qu'il faut comparer. Pour comparer 2 projets, il faut faire ce qu'on appelle les déboursés secs. Tu ne peux pas dire TR 560 milliards sans faire de déboursés secs. C'est réparti en 3 lots. Il y a le lot 1, 206 milliards. Il y a le lot 2, système électrique, caténaire, courant fort et télécommunications. C'est le système 120 milliards. Il y a le lot 3, ripage de la voie, comme vous le savez. Nous mettons une emprise assez conséquente pour mettre 2 voies standards, 2 voies métriques. Il y a ce qu'on appelle le ripage de la voie métrique parce que on peut pas, il y a un transport métrique.
c'est-à-dire tout le transport de GCO, tout le transport de Dakar Bamako, tout le transport de ICS, nous sommes en train de le faire sur une ligne. Donc il faut qu'on réaménage pour mettre aussi cette ligne sur l'acte des chemins pour ne pas faire des ruptures de trafic par rapport à ces lignes. Donc ça, ce sont les 3 lots. C'est un projet qui relie 2 villes avec une très grande partie dans la race campagne où il n'y a pas de libération d'emprise. C'est une seule voie. La voie n'est pas protégée avec des murs. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages d'art. Donc on ne peut pas comparer les prix. Mais je suis sûr que sur le rail, nous sommes au même prix. Parce que le rail, toutes les entreprises d'un rail neuf standard, tout le monde connaît le prix, c'est à peu près 2 milliards par kilomètre. Tout le monde connaît le prix. Donc en fait, sur cet appel d'offres-là, sur le rail simplement, les gens sont au même prix que tout le monde. Mais il y a d'autres choses, il y a les passerelles, on a adressé, parce que nous avons vu que c'est un nouveau système que les gens ne comprennent pas. Donc on a dit que comme c'est un train électrique, il faut protéger pour qu'il n'y ait pas beaucoup de conflits. Donc c'est 2 murs. Il y a 2 murs qui encadrent l'emprise. Il y a 2 murs en béton infranchissables qui encadrent le rail. Et puis il n'y a pas de passage à niveau. Tous les passages à niveau, nous avons fait des ponts qui enjambent. Et dans tous les passages, nous avons regardé, fait des enquêtes de passage, de mobilité des gens. Donc nous avons réglé le problème de la mobilité de part et d'autre de l'axe ferroviaire en mettant des passerelles pour que les gens puissent enjamber là où ils passaient vraiment sur des chemins de fer. Ils enjambent pour... Monsieur le ministre, vu qu'il y a des milliards, plus de 500 milliards que l'État a débloqués, donc on peut espérer quand même que d'ici à 2019, si le train est en place, ça peut plus ou moins avoir des prix accessibles aux Sénégalais lambda. Oui, parce qu'en fait, nous avons fait une analyse de faisabilité bien déterminée. Parce que si le projet n'était pas rentable, si ce n'était pas un bon projet, les bailleurs de fonds n'allaient pas venir. Parce qu'un bailleur de fonds, il regarde 2 choses. Il regarde la crédibilité du pays, et la crédibilité du dossier. Si nous n'avions pas fait une analyse de faisabilité bien déterminée, si nous avons fait un business plan bien déterminé, qui a ressorti un taux de rentabilité interne de 11%, on n'aurait pas de bailleurs. Parce que l'argent qu'on a reçu des bailleurs là, mais les bailleurs ne viennent pas parce que le Sénégal ne leur impose rien. Nous, on fait un projet, on prend le dossier, on le montre aux bailleurs, et ce n'est pas notre seul projet qui est là-bas. Il y a beaucoup de projets, et sur la base de ces projets, ils font des sélections. S'ils sélectionnent quand même le Sénégal, pour pouvoir financer cette terre qui est très important. Parce qu'en fait, si nous ne faisons pas le train, Études Banque mondiale, nous perdons 100 milliards annuellement. 100 milliards annuellement. Avec les crédits que nous avons, crédits concessionnels, longue durée, 25 ans, nous avons des annuités de paiement de 26 milliards. Alors que si nous ne faisons pas le train, on perd 100 milliards à cause des embouteillages, à cause de l'encombrement. Sur ça, nous avons un gain. C'est ça, une perte de... Si on fait le train, on paye 26 milliards. Si on ne fait pas le train, on perd 100 milliards. Donc, 100 milliards moins 26, nous avons un gain de 74 milliards. En dehors de la rentabilité. Parce que nous avons une rentabilité de 11%. Parce que, en fait, c'est un projet qui se paye elle-même. Parce que le projet, nous avons un crédit. Coût de l'argent, 2-3%. Rentabilité interne, 11%. Nous avons, l'État même gagne de l'argent sur la réalisation de ce système. Par exemple, pour les prix, nous avons fait des simulations. Et les simulations, quand même, nous avons... Parce que quand tu fais un projet, après l'identification, préparation approfondie. La préparation approfondie, c'est ce qu'on appelle les études de faisabilité approfondies. Dans les études de faisabilité approfondie, tous les risques, c'est-à-dire tous les risques sont évalués. Il y a d'abord le risque de coût. C'est-à-dire que tu puisses donner le projet à une entreprise qui n'a pas les moyens de le faire ou qui n'a pas la capacité de le faire à temps, de le faire avec le rallongement des délais, le coût va augmenter. Ça, c'est le risque de coût. Le deuxième risque, c'est le risque de marché. Ce qu'on appelle le risque de la demande. Tu fais ce qu'on appelle un modèle de trafic. Si le trafic n'est pas conséquent, quand même pour pouvoir... parce que les recettes, c'est le trafic multiplié par le prix. Donc si tu n'as pas de trafic, ou bien si les prix ne sont pas accessibles
tu n'as pas de trafic, c'est-à-dire tu n'as pas de recettes. Et tu n'as pas de recettes, et ça, c'est des risques importants du projet. Donc, ça a été adressé. Nous avons mis un prix qui est accessible par rapport à la population, parce que n'oubliez pas que ce projet, la première rationalité du projet, c'est améliorer la mobilité urbaine au niveau de la banlieue. Parce que ce projet, c'est 14 gares. Ça quitte la gare de Dakar. Nous n'avons jamais vu une capitale africaine qui n'a pas de gare. Ça quitte la gare de Dakar pour aller à la gare de Koloban, après la gare de Anne, après la gare de Bon-Maraîcher. À la gare de Bon-Maraîcher, nous prenons une passerelle pour rentrer sur la gare routière Bon-Maraîcher, qui est un nœud multimodal important. Après, c'est la gare de Pikine, la gare de Thiaroye, la gare de Yeumbeul, la gare de Kermassar, la gare de Mbao, la gare de Rufisque, la gare de Bargny et la gare de Diamniadio. Ça, c'est la première phase. Et puis Diamniadio, la gare de AIBD. Donc, c'est un projet qui va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue. C'est un projet qui va régler le problème de la pression foncière. Comme vous le savez, le foncier est extrêmement cher à Dakar. Et les gens, s'ils peuvent aller très loin avec un transport fiable, vraiment, ils peuvent aller très loin, être dans un cadre de vie beaucoup plus propice et venir à Dakar travailler rapidement. On gagne du temps. Parce que le train, la gare la plus éloignée, Diamniadio, c'est 30 minutes. Alors que pour quitter Diamniadio, pour venir ici, ça fait à peu près 2 heures de temps. Les gens font en moyenne 45 à 60 minutes. Et nous avons calculé les gens, c'est-à-dire la capacité de paiement. C'est-à-dire la capacité de paiement. Les gens, bon, pour l'attractivité du train, on a calculé que les gens payent en moyenne tant d'argent pour venir. Et nous avons pris un prix moyen accessible. Nous avons pris des enquêtes d'acceptabilité du prix. Et c'est bon pour aller à Diamniadio, c'est 800 francs. Au maximum, actuellement avec le sectionnement. Parce que les gens, ils ne viennent pas à Dakar. Il faut un sectionnement de trafic pour augmenter les prix. Les gens sont à l'ordre de 1500 à 2000. Nous sommes à 1500 francs. Nous sommes à 800 francs pour aller jusqu'à Diamniadio. Et ce projet aussi va régler le problème de la liaison entre Dakar et IBD. Parce que c'est un trajet direct. Nous avons un nouveau aéroport, 3 millions de demandes potentielles. Il faut les adresser parce que les gens avaient l'habitude de prendre l'avion à Dakar. Donc il faut un train rapide, un train sécuritaire, un train fiable pour quand même transférer les passagers de Dakar vers le nouveau aéroport. Et c'est excellent. Le président, pour régler le problème, nous avions eu des problèmes structurels. Pour les régler, il a dit 2 choses. J'ai dit, pour régler l'encombrement et le problème structurel, l'encombrement qui nous fait perdre beaucoup de temps avec les accidents, avec les problèmes d'environnement, hein, les gaz, le nombre de voitures. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle une relocalisation des personnes, pôle urbain. Donc, il crée des pôles urbains. Diamniadio, Dago Khalpa, La Grosse, il crée des pôles urbains. Mais pour ces pôles urbains, pour que ces pôles urbains soient économiquement viables, il faut les liaisonner avec l'ancienne capitale. C'est pourquoi il a fait des trains express qui va relier tous ces pôles urbains. Parce qu'on déplace des gens. Parce que, n'oubliez pas, l'Université de Dakar 2, 30 000 étudiants, le parc industriel, 10 000 travailleurs, les transferts des ministères techniques, c'est 10 000 fonctionnaires. On ne va pas demander à tous ces fonctionnaires de transférer leur maison à Diamniadio, parce qu'ils avaient construit ici déjà. Donc il faut leur créer un transport fiable, sécuritaire, pour qu'ils puissent aller quand même travailler sans pour autant perdre plus de temps. Une dernière question par rapport à ce registre. Tout à l'heure, vous parlez de création. Quelles sont les attentes que l'on peut avoir en termes de création d'emplois par rapport à ce projet? Sur ce projet, nous créons 10 000 emplois sur la phase réalisation. Et après, sur la phase exploitation, nous avons à peu près 500 emplois sur la phase exploitation. Et ce projet vient avec beaucoup de fonctions. Il y a la fonction transfert de technologie, la fonction renforcement de capacité. Parce que le projet vient avec une école de la mobilité urbaine où vraiment on crée des potentialités pour prendre en charge. Parce que quand même avec Dakar, avec
0,3% de la superficie du Sénégal. Dakar avec 25% de la population, tu as vu les différences. Tu as vu la différence. 3% de la superficie, 25% de la population, 66% des activités, 40 000 nouvelles immatriculations par année. Tout le monde est à Dakar. Parce que toutes les activités sont à Dakar. Pour travailler, il faut venir à Dakar. Donc il faut décongestionner. Et pour décongestionner, il faut créer d'autres pôles. Il faut leur assurer une mobilité efficace. On ouvre des opportunités au niveau de la banlieue parce que la pression foncière va diminuer et les gens vont avoir accès à un foncier qui est... Parce que ce qui fait la valeur du foncier, c'est la mobilité. Si les gens peuvent accéder rapidement à la banlieue avec un train rapide, sécuritaire et capacitaire, vraiment c'est une révolution dans le transport. Voilà, monsieur le ministre, on va parler de politique. Donc, vous faisiez tout à l'heure le bilan des 5 ans du président Macky Sall. Ouais. Beaucoup, surtout les opposants, parlent que le régime en place n'a que le PSE. Et le PSE même s'est transformé en plan Sénégal emprisonnement. Pour faire une transition et aborder plus ou moins l'affaire Khalifa Sall. Quelle est votre plus ou moins réaction par rapport à l'emprisonnement de M. Khalifa Sall? Moi j'ai déjà donné mon opinion sur l'AMFAL. Je veux répéter ce que j'ai dit à l'AMFAL. Moi je me limite aux faits. Je me limite aux faits. Nous avons ce qu'on appelle un budget, le budget de la mairie. Et le budget de la mairie, il n'y a pas de fonds politiques. Les fonds politiques sont votés à l'Assemblée. Donc, celui des institutions qui ont des fonds politiques, c'est des fonds qui sont votés à l'Assemblée. On ne les appelle même pas fonds politiques, on les appelle fonds spéciaux. Donc l'Assemblée, il faut d'abord poser la question à l'Assemblée. Est-ce qu'ils ont voté un fonds politique pour la mairie de Dakar? Non. Dans la nomenclature des maires, il n'y a pas de fonds politique. Il y a des fonds quand même pour régler les besoins de la population. Et si c'était des fonds politiques, le maire de Dakar n'aurait pas besoin de faire des factures fictives pour faire la justification. C'est des fonds qu'on avance. On avance des fonds. Maintenant, la première dotation, c'est une avance de 30 millions. Et chaque fois tu dépenses, chaque mois tu dépenses et tu fais une justificatif. Et il a toujours justifié que sur les fonds-là, il a acheté du riz, il a acheté du mil quand même pour le donner à la population. Et nous avons vérifié, le fournisseur a dit qu'il n'a jamais fourni du mil, il n'a jamais fourni du riz. Les magasiniers ont dit qu'il n'a jamais reçu même un sac de riz. C'est pourquoi ce sont les faits. Ça, ce sont les faits. Maintenant, ce qui est derrière les faits, laissons le juge décider. Mais les faits... Mais monsieur le ministre, ça pose problème. Ça pose problème du simple fait que... Excusez-moi, mais ça pose problème. Parce qu'il y a monsieur Pape Diop. Actuellement, les gens qu'on a plus ou moins auditionnés ont dit que le même modus operandi a été utilisé et les mêmes montants ont été donnés à M. Pape Diop et bizarrement, il n'est pas inquiété. Mais rien ne te dit que si, parce que pour chaque affaire, il y a ce qu'on appelle la prescription. Si ce n'est pas prescrit, Pape Diop sera inquiété. Mais si c'est prescrit, c'est prescrit. Parce que là, ce sont les régimes passés qui devaient s'occuper de Pape Diop. Mais bizarrement... Maintenant, si c'est prescrit, n'oubliez pas que c'était depuis le maire est maire depuis combien? Depuis 2009. Depuis 2009. Peut-être les faits qu'on peut incriminer aussi à Pape Diop, ce sont des faits, et à l'ancien maire Mamadou Diop, ce sont des faits qui sont prescrits. Peut-être, on ne peut plus, ça c'est le juge. Ce sont les juges qui doivent saisir de ça. Mais il y a vraiment un constat qui est clair, c'est que le maire de Dakar prenait 1 million par jour. 1 million par jour pour dire qu'il achète du riz et du mil. Et les faits ont montré qu'il n'a jamais acheté de riz, qu'il n'a pas jamais acheté de mil. C'était des factures fictives. Il prenait ce 1 million-là pour faire autre chose. Et même s'il le donnait à des gens, en fait, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que dans son budget, il y a d'autres rubriques pour régler les problèmes de santé. Il y a d'autres rubriques dans son budget. Donc sinon, c'est double emploi. Il y a d'autres rubriques pour régler les problèmes urgents. Donc, l'argent là, c'était pour lui. C'était pour lui, c'est vraiment un détournement. Un détournement. Lors d'une conférence de presse organisée au niveau de la mairie de Yoff, avoué plus ou moins qu'il y a une main politique derrière. Parce qu'il dit, si vous n'êtes pas avec le président, il peut utiliser la politique de manière plus ou moins logique pour s'en prendre à vous. Non, là, ça engage que Baïdiaï, parce que moi, je sais que je suis au niveau du gouvernement, je sais que c'est pas ça.
Je sais que ce n'est pas ça. J'ai toujours entendu le président dire que je ne protège personne. Et les gens qui font, il disait en Wolof, les gens qui font le djombognan jusqu'à faire quelque chose, ce n'est pas mon problème. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande de travailler, je vous demande de résoudre les problèmes. Parce que moi, j'ai fait des projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Si vous faites ces projets, si vous les réalisez avec dextérité, vous allez résoudre le problème des gens. C'est ça. Il y a des gens qui sont protégés. Personne n'est protégé. Je prends l'exemple du directeur du COUD qui a été épinglé. Il n'est pas protégé. Non. Et bizarrement, il n'a pas du tout été inquiété. Il n'a pas, mais en fait... Il y en a d'autres, même il y a d'autres maires. Ouais. On prend l'exemple de Kaolack, on prend l'exemple de Pikine, qui plus ou moins sont cités dans les rapports oui, de la Cour des comptes. Mais tout le monde... Non, il fallait écouter le Premier ministre lors de son passage à l'Assemblée. Tout le monde, tous les gens, parce que nous avons lancé d'IGE pour regarder la gestion des maires, et les fautes ne sont pas pareilles. Il y a des fautes il y a des fautes où les DGE, c'est DGE qui vraiment adresse, dire qu'il faut l'amener à la justice, il faut l'amener à la chambre de discipline budgétaire. Il y a des maires qui ont eu des problèmes avec le gasoil, ils ont été amenés, le rapport a été donné, ils vont les amener à la chambre de discipline budgétaire et ils payent, parce que les montants ne sont pas importants, et c'est des fautes de gestion. Mais là, faute de gestion et détournement, ce n'est pas la même chose. Voilà. Là, c'est un détournement systématique, parce que c'est sur la... Tout ça, tout le processus de détournement, utilisation de fausses factures, l'entrepreneur à qui on mettait sur sa tête 1 million par jour, c'est un vendeur de café Touba, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant, parce que vraiment, je crois quand même c'est un peu lâche, parce que je ne peux pas prendre de l'argent, mettre 1 million par jour sur la tête de quelqu'un, sans pour autant même lui rétribuer quelque chose. C'est vraiment lâche. Je vois. Mais monsieur le ministre, vous nous parlez plus ou moins de cette affaire Khalifa Sall. Mais il y en a un qui dépend de votre ministère, celui qui se chargeait au niveau de Louga, qui est apparemment un responsable de l'APR en Bourg, a été épinglé par l'OFNAC, il a été arrêté et emprisonné, et après qu'il a été élargi de prison, il a été promis à l'espace d'une semaine par le président. Non, il faut que les gens regardent, parce que c'est la justice. Il faut qu'on croie à notre justice, ou bien qu'on ne croit pas à notre justice. Il a été déclaré coupable, non? Non, il n'a pas été déclaré coupable. Il a été arrêté. Quand tu es arrêté, tu as quand même la présomption d'innocence. Il a été jugé et relaxé. Parce qu'en fait, ce n'était pas lui. Lui, c'est le directeur général des transports terrestres. Et les permis, ça se passait à Louga. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le directeur régional, au niveau de Louga, c'est lui qui avait des problèmes. Et pour se tirer d'affaire, il a dit qu'il donnait l'argent au patron. Et après vérification, ce n'était pas ça. Et c'est pourquoi il a été élargi. Mais quelqu'un qui ne fait rien, quand même, le président ne peut pas le sanctionner. Ne peut pas le sanctionner. Et le président ne l'a pas promu. Ce n'est pas une promotion. Parce que maintenant, il est président de conseil d'administration. Président de conseil d'administration et directeur qui gère, ce n'est pas la même chose. Mais je crois même qu'il a perdu beaucoup d'avantages à cause de ça. On l'a enlevé de ça, il a perdu beaucoup d'avantages. Et pour te dire, en revenant sur OFNAC, mais tous les dossiers, il faut regarder la réglementation des journalistes. Parce qu'on a l'OFNAC, ils ont un décret bien détaillé, ils ont une procédure bien détaillée. On leur a dit, si vous faites votre rapport, vous déposez directement à la justice. Donc la population, ils n'ont qu'à demander à l'OFNAC pourquoi ils n'ont pas déposé directement à la justice. Parce que quand l'OFNAC fait un rapport, il y a celui qui est incriminé, il fait un contre-rapport pour donner des justificatifs. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils l'amènent à la justice. Qui ne te dit pas que quelqu'un qui a été incriminé n'a pas donné des justificatifs pour ne pas que l'OFNAC reprend les dossiers pour les adresser au ministère de la Justice. Parce que le président ne reçoit pas les dossiers de l'OFNAC. Il les reçoit pour lecture, mais il n'est pas acteur pour pouvoir les transférer au niveau de la justice. Ça, il faut demander à l'OFNAC. Mais le président lui-même déclaré, je le dis en Wolof, il y a un dossier Ben. Oui. Et bizarrement, on voit qu'il y a des gens qui ont été... Non, c'est un seul dossier. Oui. C'est un seul dossier, c'est le dossier de Fessman. Un seul dossier que le président a dit qu'il a mis le coup sur le dossier parce que c'est vraiment sensible, parce qu'on ne peut pas emprisonner. On ne peut pas emprisonner un papa et deux de ses fils en même temps. Parce que ce dossier-là, c'était vraiment un détournement important que Abdoulaye Wade faisait faire à ses fils. C'est que c'est ce dossier. Sinon, il n'y a aucun autre dossier que le président
a mis sur le coude. Il n'y en a pas du tout. Voilà, je vous mets au défi, j'ai mis au défi les journalistes, j'ai mis au défi quelconque. Les dossiers de OFNAC, c'est OFNAC qui doit les transférer directement à la justice et c'est la justice qui décide. Donc celui qui est épinglé au niveau de l'OFNAC, s'il n'est pas inquiété, ça c'est l'OFNAC et la justice. Voilà. Ce n'est pas l'affaire du président. Et l'affaire de Khalifa Sall n'est pas politique du tout. Il a été pris la main dans le sac et lui-même il a reconnu, il le faisait comme tout le monde et il pensait que c'était normal. Mais quand même, quand tu veux le pays, quand tu as des ambitions vraiment présidentielles, tu dois surveiller tes arrières et tu dois être invulnérable. Parce que tu ne peux pas quand même vouloir décider pour les gens, vouloir être président de la République ici et ne pas être clean. Voilà. Le président Macky Sall a été très clean. C'est pourquoi le président Wade n'a jamais pu l'arrêter. N'a jamais pu l'arrêter parce que quand même il était invulnérable. Parce que quand tu veux ici gérer ce pays, il faut être invulnérable. Parce que vraiment, il ne doit même plus avoir des ambitions pour ce Sénégal. Parce que nous n'allons jamais donner ce Sénégal à quelqu'un qui détourne des fonds. Mais malheureusement, le temps est terminé. Mais une toute petite question. Oui. La situation politique dans le département de Tivaouane. La situation politique dans le département de Tivaouane est très claire. Au sein de la mouvance présidentielle, il n'y a pas une entente. Non, il y a une entente. Nous avons fait un meeting tout de suite avec Tanor, non? Nous avons fait un meeting avec Tanor récemment à Afrique. Il n'y a pas de problème. Mais les ambitions se déclinent par rapport au... Mais non, les gens ont des ambitions. Mais avoir une ambition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entente. Chacun peut avoir une ambition. Mais à la fin, on va se réunir pour décider qui va être député, qui va être suppléant et qui va être président du comité électoral. Moi, je crois que j'ai toujours été et j'ai toujours gagné. Ce n'est pas maintenant qu'on va m'enlever. Parce que je suis le coordonnateur départemental et je vais être candidat pour être coordonnateur du comité électoral. C'est ça, on va accompagner des gens. Moi-même, comme je l'ai fait, je l'ai toujours fait. Lorsque le président a choisi quand même le maire Mogor Kane et Maria Ndiaye pour nous représenter au Conseil des collectivités territoriales, c'est moi qui les ai accompagnés dans tout le territoire. Nous avons fait campagne et nous avons gagné largement. C'est simplement ça. Nous attendons que la liste sorte. Les gens qui seront choisis quand même pour diriger, pour vraiment être députés et nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons les accompagner. Nous allons mettre tous nos moyens, comme d'habitude, pour les accompagner. Mais nous n'avons pas d'ambition pour être député et tout ça, mais nous avons d'ambition pour faire gagner largement le président de la République. Parce qu'il faut que les gens comprennent que ces élections-là, ce n'est pas des élections de personnes. Nous avons besoin d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée pour être en alignement stratégique, c'est-à-dire les deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir administratif et le pouvoir législatif doivent être en alignement pour accélérer, terminer quand même rapidement les projets du président de la République qui ont été déclinés où nous avions fait des bons importants sur ces projets. C'est pour accélérer, ce n'est pas pour des personnes. Il faut que les gens comprennent ça. On ne peut pas utiliser les élections législatives pour se faire une promotion. Ce n'est pas possible. Donc, Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation par rapport à ce premier numéro de l'émission toutactu.com. Merci beaucoup, je vous remercie et je vous encourage parce que je sais que vous êtes un jeune très dynamique. Vous étiez président des jeunes ruraux. Là-bas aussi, vous faites du travail parce que je vous vois dans le Facebook, vous êtes en train de développer, quand même, de faire du développement rural au niveau de la base. Vous avez ouvert une école pour participer au niveau de la formation, au niveau de la recapacitation. Et actuellement, je vous vois dans le journalisme, vous êtes extrêmement dynamique. Et c'est ça, c'est des jeunes comme ça qu'on veut, quand même, dans ce pays. Ce sont des jeunes comme ça qui peuvent participer à l'émergence de ce pays. C'est ça qu'on demande aux jeunes. Il faut aller se former. Il faut avoir une capacité pour pouvoir participer valablement dans le développement de ce pays. Okay, merci. Merci. Merci.